messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Le Monde rend hommage aux victimes du terrorisme. Ces victimes de tueries, d'atrocités, de barbarie perpétrées par des hommes sans foi ni loi méritent une pensée, un geste et des actions. Fumée blanche pour les examens du DCE Board. Le verdict est tombé ce samedi. Près de 62% au DCE A-Level et près de 60% de succès au DCEO. Nous en parlons dans ce journal. Et puis filière avicole, bientôt des ailes qui poussent. Un projet de ferme rentable est en gestation pour soutenir les producteurs africains. L'Union africaine ambitionne d'aider à booster le potentiel des producteurs de poulets, d'œufs et de poussins. On en parle dans le 20h30. C'était les titres, les détails, c'est dans un instant. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Ce 21 août, la communauté internationale rend hommage aux victimes du terrorisme. Au Cameroun, ces hommages prennent diverses formes en fonction des effets de la barbarie des terroristes de Boko Haram dans la région de l'extrême nord depuis 2014 ou des atrocités des séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Zoom sur les efforts des pouvoirs publics en faveur des victimes du terrorisme. C'est avec Augustin Guizana. Le Cameroun dispose d'un arsenal juridique et militaire antiterroriste. Face aux premiers attentats enregistrés à l'extrême nord, le pays s'est doté en 2014 d'une loi antiterroriste. Il est question de punir les terroristes et leurs complices et protéger les victimes. Les victimes sont de plus en plus au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. En effet, la mise sur pied par le chef de l'État en juin 2018 d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence doté de 12,5 milliards de francs CFA pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest en est une parfaite illustration. Selon les chiffres du ministère de l'administration territoriale, environ 230 000 personnes ont bénéficié de divers appuis dans ces régions. Aujourd'hui, on peut compter plus de 50 000 personnes déplacées que le centre a déjà donné l'aide humanitaire. A versé dans les efforts des pouvoirs publics la mise sur pied d'un plan de reconstruction pour ces régions affectées par les exactions des terroristes. La solidarité envers les victimes du terrorisme s'est ressent au-delà des frontières nationales. Le pays accueille sur son sol des milliers de réfugiés vivant hors et dans les camps. À Minawaou, à l'extrême nord par exemple, ils sont 70 000 Nigérians qui ont fui depuis 2014 les atrocités de Boko Haram et qui sont pris en charge. Sur la base d'un accord tripartite Cameroun-Nigeria HCR, quelques 5 000 Nigérians ont regagné Borno State. À noter que les blessés des attentats et autres agressions des terroristes à l'extrême nord ou dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest bénéficient d'une attention soutenue de la part du gouvernement. Pour ce type de victimes, la prise en charge est d'abord gratuite pour ce genre de victimes. Les morts ne sont pas oubliés. Le Cameroun a organisé un deuil national au 31 octobre 2020 en mémoire de 7 élèves tués par une horde de barbares à Kumba dans le sud-ouest. Un crime que toute la nation a condamné en disant « plus jamais ça ». Les victimes de terrorisme ont pour principal bouclier dans les zones les plus affectées ou ailleurs les forces de défense et de sécurité qui font de leur mieux pour faire reculer la menace terroriste et intervenir au plus vite pour limiter les dégâts. En cette journée hommage aux victimes, Pierre Evimbe, notre reporter, souligne l'implication et la bravoure de nos forces de défense dans la sécurisation des personnes et des biens. Des actions fortes, des opérations de ratissage sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité continuent la progression vers l'assaut final dans le sang et dans la sueur et surtout avec ardeur, honneur et professionnalisme. Elles bousculent les ennemis de la paix retranchés dans des trous à rats attendant que l'armée baisse la garde. Une attente vaine. Il y a quelques jours, les populations riveraines de l'axe Bamboui, Babanki, Fundong respiraient enfin et 2 pseudo-généraux vecteurs de terreur neutralisés. Les chefs militaires sévissent.
et tous les fronts bénéficient de la même attention, comme c'est le cas de la région de l'Est où des groupes armés venant de la RCA sévissent. Le Cameroun, impliqué à fond dans la coopération militaire avec la MINUSCA, prend de l'envergure. L'intérêt du Cameroun pour la paix en RCA est une constante politique de notre président. Tout ce qui peut survenir comme soubresaut, comme difficulté sécuritaire à ce pays, nous concerne. Dans cette stratégie de réduire le terrorisme dans le pays et dans la sous-région, le Cameroun multiplie les actions pour ne perdre ni le Nord ni l'extrême Nord qui vit des attaques isolées du groupe Boko Haram qui entend reprendre du service. Les forces de défense veillent, accompagnées dans cette lutte par les populations très éclairées et résolument attachées à la paix. Dans la région de l'extrême nord, l'heure était au recueillement ce 21 août 2021. Les populations de cette partie du pays ont une pensée pour le repos des âmes des victimes des atrocités du groupe Boko Haram qui endeuille des familles depuis 2014. Les actions conjuguées du gouvernement camerounais et des partenaires au développement redonnent de l'espoir aux déplacés internes et réfugiés. Tranche de vie des victimes et témoins de terrorisme dans ce reportage signé Abdelaziz Amadou de CRTV Extrême Nord. Une journée nécessaire pour cet élément de l'armée camerounaise. Sa vie a tragiquement basculé en soir alors qu'il défendait, en compagnie de ses camarades d'armes, l'intégrité du territoire. Au quartier Pont-Vert, théâtre d'un attentat kamikaze le 25 juillet 2015, la douleur demeure trop intense pour certains et les souvenirs trop vifs pour d'autres. Les corps se ramassaient dans les paniers. Les gens étaient déchiquetés en grand nombre. C'est un quartier qui nous a vu naître, grandir même. Et nous avons donc cette habitude de venir presque tous les temps ici, nous amuser. Dans les départements du Mayo-Sava, Mayo-Tchanaga et le Goné-Chari, des milliers de familles ont tout perdu. Ils nous ont fait chasser de nos villages. Nous, on souffre. Moi, que je vous parle là, ils ont pris tout mon bon. Ils ont pris mes bétails, 202 baies. Depuis mai 2014, le terrorisme dans l'extrême nord du Cameroun a fait plus de 2000 victimes civiles et militaires, 300 000 déplacés internes et plus de 80 000 réfugiés nigérians, selon les autorités locales. Et dans le cadre de la lutte contre les bandes armées séparatistes dans le nord-ouest, 5 pseudo-généraux séparatistes spécialisés dans les enlèvements, assassinats et viols de femmes ont été neutralisés. 4 suspects appréhendés et des armes de guerre saisies. L'opération, conduite par les forces de défense et de sécurité, a eu lieu en Foya, un village situé aux confins de l'arrondissement de Bafut dans la Meusam. Pour les généraux Cavalaire et Kongwese Divine, l'opération va se poursuivre jusqu'à l'éradication complète des séparatistes armés. Voici le reportage de Laurent Chissoubé. C'est aux environs d'1h du matin où les 5 sodos généraux sont encerclés dans cette petite maison isolée du village Mfoya dans les périphéries de la forêt de Bafut. Après des échanges de tirs nourris pendant près de 2 heures, tous vont tomber sous les balles des éléments de forces de défense et de sécurité. Une fois à l'intérieur, le commandant Conrad Onana et ses hommes appréhendent 2 femmes, une blessée par balle et une autre que voici, portant un bébé d'environ 7 mois. Le bilan matériel de cette opération présenté aux 2 généraux, Cavalaire et Ekongwese Divine, fait état de 3 armes de guerre, 5 boîtes chargeurs, 3 fusils de fabrication artisanale, 2 képis et autres accessoires de fabrication des engins explosifs improvisés. Séance tenante non loin de là, 2 hommes suspectés d'être de connivence avec les séparatistes sont aussi appréhendés. Selon le général de brigade Cavalaire, ces 5 sodos généraux neutralisés ont été longtemps dans le viseur des éléments de force de défense. Ils étaient spécialisés dans les kidnappings, assassinats et viols des femmes. De retour, la femme blessée par balle est conduite ici à l'hôpital militaire de Bamenda pour des soins appropriés. La mère du bébé, quant à elle, et les 2 autres suspects sont entre les mains de la gendarmerie pour exploitation. Restons dans le nord-ouest pour constater que plus de 1000 drapeaux de la République du Cameroun ont été distribués aux administrations et chefferies traditionnelles. Une initiative de la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique. Le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique a invité les Camerounais du nord-ouest à s'approprier les valeurs de la République. Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest. L'hymne national chanté en français et en anglais
des drapeaux ainsi que des copies de cet hymne dans les deux versions remis aux représentants des administrations, des structures de l'État et aux chefs traditionnels représentés par le président de la House of Chiefs. Je lance un appel à l'endroit de tous les chefs traditionnels et leur population d'observer, de bien respecter ces emblèmes nationaux. C'est le début de la campagne de revalorisation des emblèmes nationaux dans la région du Nord-Ouest. Les symboles et emblèmes sont de plus en plus négligés et nous avons donc embrayé pour mettre sur pied cette caravane qui va parcourir jusqu'aux chefferies. C'est l'occasion de remobiliser les Camerounais du Nord-Ouest afin que, comme un seul nom, elles s'allient aux autres Camerounais pour supporter nos lions indomptables, afin que la Coupe d'Afrique puisse encore revenir à Bamenda à faire le tour comme elle a fait au lendemain de la Coupe gabonaise que nous avons remportée. Une caravane pour la présentation de tous les emblèmes de la nation fera le tour de la ville de Bamenda pour rappeler aux citoyens de sauvegarder l'intérêt supérieur du Cameroun. La suite de notre série sur la réintégration des ex-combattants avec cette question ce soir, quel avenir pour les ex-terroristes et leurs associés? Une question qui préoccupe au moment où se multiplient les redditions dans la région de l'extrême nord. Le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration mise sur une approche participative. Abdoulaziz Amadou. De fil en aiguille, la jeune Djenabou tricote une nouvelle page de sa vie, plus reluisante. Au centre de transit de mairie, l'ONG Aldepa, partenaire technique du comité national, propose diverses formations aux ex-combattants et associés de Boko Haram. Permettre aux adolescents d'avoir accès aux outils de loisirs, comme le matériel pour le sport, des jeux d'hiver comme des baby-foot. Nous avons des formateurs qui les forment par exemple à la mécanique moto, menuiserie, sur l'éducation civique. L'avenir de ces repentis préoccupe aussi le Conseil régional de l'extrême nord. Dans sa feuille de route, le bureau exécutif accorde une place de choix à la jeunesse. On a des projets, on va travailler ensemble pour aider ces jeunes et pour les intégrer dans la société. Cette réintégration se fera aussi avec les agences du système des Nations Unies, dont l'Organisation internationale pour les migrations OIM, qui accompagne depuis 2017 le centre régional DDR dans l'encadrement des désengagés dans l'extrême nord du Cameroun. Les résultats des General Certificate of Education Examinations Advanced et Ordinary Level sont disponibles depuis cet après-midi. Les performances des candidats dévoilées par le ministre des Enseignements secondaires relèvent pour le GCE A-Level un taux de réussite de 61,94% et de 59,08% pour le GCE O-Level. En image, vous pouvez constater vous-même la liesse des candidats heureux lauréats à ces examens. Et pour ce qui est des TVE, Intermediate et Advanced Level, Technical and Vocational Education Examination, on parle de 58,81% pour le premier et de 71,59% de réussite pour le second. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions de journaux. Le premier forum régional pour la promotion de l'éducation inclusive est sur les rails, une initiative du ministère des Affaires sociales en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, et qui vise la promotion d'une éducation de qualité pour la jeune fille et pour les enfants vulnérables. À l'Ouest, Pauline Irène Nguéné, la ministre, a invité les participants à se mobiliser. Stéphane Francky-Kana de CRTV Ouest. Les croyances et autres pratiques issues de la religion entachent le plus souvent la valeur sacrée qu'est l'éducation de la jeune fille et de l'enfant en situation de vulnérabilité dans la région de l'Ouest. Tous les enfants ont droit à une éducation. C'est le message amplifié par le ministère des Affaires sociales à travers le premier forum régional de promotion de l'éducation inclusive à Bafoussam. Le message fort ici, c'est véritablement d'intensifier la promotion de l'éducation inclusive en intégrant tous les acteurs. Dans la région de l'Ouest, les barrières liées à la langue, la pauvreté, le manque d'enseignants qualifiés, les mariages précoces et le manque d'écoles adaptées en zone rurale sont là quelques freins à la promotion de l'éducation inclusive. Il y a quelques années, l'État a créé près de 65 écoles inclusives. Ça, c'est déjà un signal fort pour
montrer l'engagement et évidemment, il est question aussi de renforcer, n'est-ce pas, la sensibilisation de la communauté parce que les pouvoirs publics seuls ne peuvent pas mener cette bataille. Pour un meilleur accompagnement à quelques semaines de la rentrée scolaire, 150 enfants vivant avec un handicap et 150 filles issues des autres catégories vulnérables ont reçu au cours de la cérémonie des kits scolaires. L'activité lancée à Bafoussam va s'étendre à Maroua dans l'extrême nord et à Douala dans le littoral. Ce samedi 21 août 2021 était jour de concours d'entrée à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV IFCPA. Plus de 200 candidats ont frappé aux portes du campus des Kounou à Yaoundé dans les métiers de l'audiovisuel, infographie, journalisme, réalisation, prise de vue, prise de son et autres. Allons revivre le lancement des épreuves dans ce reportage signé Sidoine Monkam. Le top départ d'une première journée de composition à l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel de la CRTV. Ils sont plus de 200 candidats à l'assaut de cette école de formation dans les métiers de l'audiovisuel. Nous avons environ 220, un peu plus de 220 candidats à travers nos 5 centres qui prennent donc part à l'examen cette année. Et oui, les choses se passent plutôt bien. On a un certain nombre de candidats qui se sont enregistrés ce matin, mais nous avions anticipé cela, donc tout se passe plutôt bien. Calme et concentration sont perceptibles dans les salles de composition. Le respect des gestes barrières anti-Covid-19 n'échappe pas à la règle. Le concours connaît un air de décentralisation cette année avec les centres d'examen dans d'autres régions. Nous voulons donner la chance à tous les Camerounais où qu'ils se trouvent et qui sont passionnés par l'audiovisuel de pouvoir se former à leur passion et de pouvoir s'investir justement dans les différents médias qui se trouvent à travers le pays. L'on note aussi des innovations en termes de modalités de sélection des candidats dans la dizaine de filières disponibles. Nous voulons nous assurer que les candidats sont réellement passionnés parce que les métiers de l'audiovisuel sont des métiers exigeants. D'une part, qu'ils sont passionnés et d'autre part, qu'ils sont aptes à pouvoir prendre part à ces formations. Donc il y a plus d'exigences, il y a plus de rigueur. La sécurité est elle aussi assurée au sein du campus pendant le déroulement des épreuves. Un examen en 2 phases. Après l'écrit ce samedi, place à la phase orale le lundi 23 août 2021. Avec la grippe aviaire et le Covid-19, l'aviculture a pris du plomb dans l'aile. Aujourd'hui, la filière avicole survit grâce aux importations d'œufs et de poussins d'un jour. L'Union africaine ambitionne d'établir des fermes dans le but d'alimenter les producteurs africains. Une délégation de l'Union africaine vient de séjourner au Cameroun où elle a rencontré de potentiels bénéficiaires de son initiative dans le bassin de production de l'Ouest. Voici le reportage à ce propos d'Oswald Moudou. Jamais la filière avicole africaine n'avait autant battu de l'aile, victime collatérale de la crise sanitaire ambiante. Fort de ce constat, l'Union africaine veut relever un secteur au bord de la crise. Cela passe par la mise sur pied de ce qu'ils appellent là-bas des fermes grand-parentales, essentiellement destinées à la production des œufs et des poussins d'un jour, encore importés jusqu'ici. Le Cameroun a été choisi pour abriter cette ferme. Et l'Union africaine conduit une délégation ici au Cameroun et nous sommes très fiers d'être venus ici dans la région de l'Ouest qui est le bassin avicole du Cameroun. À travers le ministère de l'Élevage, certaines industries de la filière locale ont fait l'objet d'une sélection rigoureuse pour abriter le projet continental. Agrocam dans l'ONU a le potentiel recherché. La délégation de l'Union africaine a touché du doigt ces réalités. Je suis impressionné par les équipements. Tout est prêt pour la production. Nous espérons que lorsque tout sera achevé, cette usine servira à ce à quoi elle est destinée. Le fait que cette délégation de l'Union africaine puisse venir chez nous sera un plus dans le cadre du processus de désignation du siège du projet. Sur ce projet repose l'avenir de la filière avicole, de la sous-région et même au-delà, pour des lendemains qui chantent dans une filière avicole porteuse d'espoir. Parlons maintenant des logements sociaux de Ngalan dans le sud. 21 dossiers de demande d'acquisition de logements ont déjà reçu l'appel de la commission présidée par le directeur général de la Société immobilière du Cameroun. Il s'agit plutôt de 81 dossiers. Eh bien, le directeur général l'a annoncé à l'issue d'une descente sur le terrain
dans la ville d'Ebolova. Voici le reportage de Flavien Zobo de CRTV Sud. Il était question au cours de la descente du directeur général de la SIC à Ebolova de trouver des solutions pour l'occupation dans les mois à venir des logements d'Angalan. Deux principales étapes vont séquencer le déplacement. D'abord, la visite du site des logements du côté d'Angalan et enfin, la séance de travail dans les services du gouverneur avec les représentants du MENDU et les concessionnaires. C'est les questions d'habitabilité. Nous n'avions pas l'eau qui arrivait dans les logements et puis les connexions électriques n'étaient pas sécurisées. Donc, tous ces problèmes ont été identifiés et compte sera rendu au maître d'ouvrage. Au sujet du coût du loyer jugé élevé, nous avons saisi le MENDU en faisant des propositions pour que le prix soit baissé parce que le logement de la SIC ici c'est 32 000 francs. Le logement du programme gouvernemental, c'est 63 000. La cité d'Angalan, qui est une réponse du chef de l'État aux problèmes de logements sociaux ici comme ailleurs, est composée de 100 appartements, des points d'alimentation et de loisirs. Dans notre page spéciale santé, au scanner ce soir, l'hypercholestérolémie. Beaucoup en souffrent mais l'ignorent. Il s'agit du taux élevé de cholestérol dans l'organisme. Cette graisse utile pour le fonctionnement du corps mais qui, en excès, devient nuisible. Le trop plein de cholestérol augmente les risques d'AVC et d'accidents et de maladies cardiovasculaires. Les facteurs de risque passent au scanner de Martine Wendingue. Notre organisme a besoin du cholestérol pour fonctionner correctement. Cette graisse issue des viandes, des produits laitiers et d'autres produits d'origine animale est également sécrétée par notre corps dans le foie. Seulement, son taux élevé provoque ce que les spécialistes appellent l'hypercholestérolémie. L'hypercholestérolémie est donc un terme utilisé pour désigner un taux élevé de cholestérol dans l'organisme. Et un simple test sanguin fait à l'hôpital pose le diagnostic. Il existe de nombreux autres termes médicaux pour décrire cette même pathologie. Trouble lipidique, dyslipidémie ou hyperlipidémie. Ce ne sont pas que de gros mots, encore moins une maladie de blanc. L'hypercholestérolémie peut diminuer le flux sanguin et augmenter ainsi le risque d'attaque cardiaque ou d'AVC. La consommation d'aliments gras est un facteur qui vous expose à cela, le tabagisme et le diabète aussi. Le tabagisme peut entraîner un taux élevé de cholestérol. Toutes les substances toxiques que nous inhalons se retrouvent dans le système sanguin. Ils favorisent l'adhérence du cholestérol aux parois de ces artères-là. Si vous avez de l'embonpoint ou alors vous souffrez du diabète, vous courez un plus grand risque d'avoir un taux de cholestérol élevé. Il n'y a pas de symptômes reconnus de l'hypercholestérolémie. Tout de même, elle peut durer des années, voire toute une vie. La prévention reste la meilleure arme. Adopter une alimentation saine et équilibrée, pauvre en graisses saturées. L'exercice physique, c'est très important pour lutter contre l'hypercholestérolémie. Pour ceux qui fument, arrêtez de fumer. C'est donc juste une question d'hygiène de vie saine pour avoir sa vie sauve. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun avec les recherches scientifiques qui se densifient dans nos amphis, à l'université de Boya dans le sud-ouest par exemple. Un projet de recherche adapté aux réalités africaines pour combattre le virus vient d'être expérimenté. Pour les détails, on va retrouver Évariste Yenga et son invité, le professeur Eric Fokam. Bonsoir Évariste.
Bonsoir à Tabadine Omar. C'est une piste à saluer, cette recherche poussée par les chercheurs camerounais, celle de l'université de Buea, qui lance donc la recherche sur la maladie à coronavirus. À quoi ressemble ce projet? Question ce soir au professeur Eric Fokam. Il est le chef de département biologie à l'université de Buea. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, cette recherche qui est lancée, on va dire, par un de vos collègues, le professeur Gideon Bois, sur la maladie à coronavirus, sur quoi va-t-elle porter, la prévention ou le traitement? Il s'agit en réalité d'un consortium qui engage l'Université de York et 10 universités africaines, va essentiellement porter sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour modéliser la progression de la maladie. Alors quand nous parlons de modéliser, il s'agit en termes simples simplement d'utiliser toutes les données qui sont disponibles des différents autres domaines de sciences pour prédire comment le virus va se propager et comment les différents facteurs qui entrent en jeu peuvent modifier sa propagation. Notamment, quand nous entendons parler de nouvelles variantes, il s'agit de savoir comment cela va influencer la progression de la maladie. Alors, cette recherche aura des aspects qui seront essentiels pour accompagner les décideurs dans la prise de décision en termes d'acquisition et d'allocation de ressources pour les interventions. Elles vont se permettre, n'est-ce pas, de développer ce qu'on va appeler une sorte de base de données repositoire qui sera interactif et qui permettra aux autres de pouvoir, n'est-ce pas, travailler à une échelle africaine, mais avec des spécificités pour chacun des pays, notamment la manière dont la maladie va se propager dans notre pays. Merci à vous, professeur Eric Fokam. Les chercheurs de l'université de Buea seront accompagnés par l'université de York, c'est au Canada, et 10 autres universités africaines. Demain, à Tabadine Omar, on va s'attarder sur les résultats escomptés. Merci Évariste, merci également à votre invité pour toutes ces informations. Nos encouragements à ces chercheurs. Le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya a renserré derrière le président de la République à travers une marche républicaine dans les artères de la ville de Foumban. Le collectif a mobilisé des jeunes pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État et aux forces de défense et de sécurité. Stéphane Frankikana de CRTV Ouest. La paix, le vivre ensemble et l'unité nationale des valeurs chères au Cameroun que le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya a fait retentir sur les artères de la cité des arts Foumban. C'est un grand nombre que les jeunes se sont mobilisés pour réaffirmer leur soutien indéfectible au président de la République Paul Biya qui œuvre sans relâche pour la paix et le développement du Cameroun. Avec la jeunesse du NUM, c'était pour condamner avec fermeté les actes posés à l'endroit de notre patriarche, le grand bâtisseur infatigable, son Excellence Paul Biya, à Genève. Nous condamnons avec fermeté ces actes de barbarie que nous avons vus à la télé, dans les réseaux sociaux en Suisse. Les jeunes de la Japabi ont entonné en chœur les chants patriotiques pour sensibiliser la jeunesse camerounaise sur l'unité nationale, les valeurs de paix et de vivre ensemble harmonieux. Parlons culture, parlons du 7e art avec le jubilé d'argent du festival Écran Noir. Les 25 ans sont célébrés à Douala sur fond d'interpellation. L'impact positif du festival sur l'essor du cinéma camerounais au soir de la fermeture des salles de cinéma au Cameroun. Retrouvons notre reporter Marie-Gabrielle Nfégué de CRTV Littoral sur la cérémonie d'ouverture d'hier soir. 25 ans se sont écoulés, mais le festival Écran Noir a tenu bon face à ses nombreux défis. L'impact positif du festival sur l'essor du cinéma camerounais a été salué avec ferveur lors de la soirée solennelle de lancement par le président du conseil d'administration du festival, Grégoire Owona. Pour nous, le chemin parcouru peut sembler long, mais ce qui nous intéresse, c'est que toutes les salles de cinéma ont fermé et les écrans noirs ont pu faire qu'on continue de parler des cinémas au Cameroun. Cependant, le souhait des amoureux de cinéma de la capitale économique est d'avoir davantage de salles de cinéma au Cameroun. Depuis quelque temps, on peut en compter 3-4 dans les villes de Yaoundé, de Douala, de Buea.
c'est un processus graduel. Pour le délégué général du festival, le bilan, quoique mitigé, est positif. Le bilan pour moi est largement positif, mais ce n'est pas une affaire de basset. Malgré mes crises de trucs, malgré parfois des mois difficiles, mais qui sont heureusement toujours rattrapés. La tenue des 25 ans du festival est prévue du 17 au 27 novembre 2021 dans les villes de Douala et de Yaoundé. Le multiculturalisme camerounais et sa praxis quotidienne, c'est l'intitulé du livre de la semaine ce samedi. Le sujet en soi, l'exploration des fondements et des éléments constitutifs du vivre ensemble entre Camerounais, est le premier élément d'appel à lire le dernier ouvrage de l'abbé Jean-Marie Bodo. Si l'on ajoute le nom de l'illustre préfacier, le président de la République Paul Biya, eh bien, vous comprendrez pourquoi Serge Atangana-Bissot nous en livre ici les bonnes feuilles. Voici le livre de la semaine. C'est un envol de 200 pages, entre théories savantes de la sociologie et concepts anthropologiques. L'abbé Jean-Marie Bodo décortique le vivre ensemble à la sauce camerounaise. On a ouvert le Larousse pour ne pas nager en eau profonde, sans bouée. Voici ce qu'il dit de la praxis, comportement structuré perçu à travers des actes concrets. Sans en venir aux actes directement, l'auteur a ainsi articulé son propos. Les concepts, textes et règlements qui inspirent le vivre ensemble camerounais en première partie, la praxis de la théorie ensuite, toutes pratiques observables comme les noms communs de personnes, Zoa, Tabi, Ongene, les repas nationaux tels que le hérou ou au coq, les langues en partage, croyances, coutumes, vertus, traditions, forgent la deuxième partie. Enfin, pour rassembler sous le drapeau tricolore l'éducation et le chemin de fer indiqué, en famille ou en société, sous la férule des élites. Jean-Marie Bodo a fait préfacer son ouvrage par le président de la République lui-même. Signature encre bleue. Lui qui a inspiré puis créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme et dont les mots sont la bouteille à la mer de ce soir, le devoir à faire à la maison. L'exigence d'humanité semble être, selon M. Paul Biya, le ressort auquel les Camerounais passeront de leurs cultures ethniques à une culture nationale. Ça a d'abord été écrit en 1986 pour le libéralisme communautaire, puis réécrit en 2020 en ouverture de ce livre au nom d'un vivre ensemble durable. Édition Connaissances et Savoirs, collection RICA 2020. Orange Cameroun s'engage à accompagner l'Académie nationale de football dans l'atteinte de ses objectifs. Le partenariat Orange Anafoot, dont les contours ont été présentés à la presse, annonce de belles perspectives pour le football au Cameroun. Emmanuel Biconde de CRTV Centre. Les deux partenaires Orange Cameroun et l'Anafoot ont présenté à la presse les détails de cette nouvelle aventure qui favorisera l'accompagnement des jeunes footballeurs à travers les 10 régions du pays. Le but pour Orange à travers ce partenariat avec l'Anafoot, c'est de participer à l'émergence d'une nouvelle génération, de futures générations de footballeurs plus responsables, plus consacrés et engagés sur les questions d'éthique et sur les questions environnementales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce partenariat a 3 aspects très importants. Il y a l'accompagnement naturellement sur les questions de formation au football. En deuxième lieu, il y a la formation éthique et environnementale. Nous allons dans les rues avec eux, nous collectons les déchets plastiques qui seront reconditionnés avec le recycling pour faire des petits goals. Et plus encore, Orange Cameroun offre aux pensionnaires de l'Académie nationale de football à Anafoot une grosse opportunité pouvant leur permettre de vendre au plus haut niveau leur savoir-faire. Grâce à notre présence dans 11 pays d'Afrique que nous accompagnons au niveau du football, nous allons donner la possibilité aux pensionnaires de l'Anafoot de prendre part à une compétition internationale entre les jeunes du Cameroun et les jeunes de toutes les équipes qui sont accompagnées et sponsorisées par Orange. Une nouvelle ère pour le football camerounais se dessine avec ce partenariat qualifié de gagnant-gagnant par les deux parties. Orange va nous accompagner sur certaines de nos missions. Donc nous sommes fiers aujourd'hui parce que ça s'est réalisé. Nous sommes fiers parce que le but de l'Académie nationale de football, c'est de faire en sorte que le rêve de la jeunesse puisse se réaliser. Pas seulement dans le football, mais aussi dans les métiers liés au football. Orange Cameroun promet donc la gestion des talents, c'est-à-dire les repérer, les fidéliser et les valoriser.
Sport Football CAN 2021 au Cameroun. Parlons de cette descente d'inspection du secrétaire général de la Confédération africaine de football. Véron Mosengo Mba a formulé quelques recommandations à la partie camerounaise après sa visite dans le Nord. Germain Alessengé. Le stade Rumdeadja, le cœur de la CAN à Garoua, a constitué la première halte du périple du numéro 2 de la CAF. Mosengo Mba va passer en revue les coins et recoins de cette infrastructure de rêve. Au Sénadjes, site d'entraînement, cahier de charges respecté, mais avec quelques recommandations sur l'entretien de la pelouse. L'émissaire a ensuite mis le cap sur les structures d'accueil. L'hôtel La Benoué au quartier d'Emsare, le visage de la structure épouse de plus en plus les exigences requises. Idem au relais Saint-Hubert, Cisaraire où restaurants et salles de réunion ont subi un embellissement. Rien à dire sur l'hôtel Shalom, quartier général des officiels CAF. La Maison Blanche porte bien son nom. Nous avons confirmé l'effectivité de la disponibilité, de la fonctionnalité de toutes ces infrastructures. Nous avons vu à notre arrivée des foules en liesse portant des messages de gratitude, des messages de reconnaissance, de profonds remerciements au président de la République pour tout ce qu'il a mis en œuvre. Garoua vit déjà sa CAN 5 mois avant même son kick-off. Parlons maintenant des Jeux paralympiques. La première vague de la Team Cameroun a intégré le village des Jeux ce samedi à Tokyo. Il s'agit du chef de mission et de l'athlète du para-powerlifting, Mimosette Ngamsi, et son staff technique. Immersion dans la tanière des lions en pleine acclimatation à Tomakomai avec notre envoyé spécial au Japon, Samuel Bion. Un rêve d'enfant accompli à 43 ans, Mimosette Ngamsi se prépare à se distinguer aux Jeux paralympiques de Tokyo, les premiers de sa carrière. Mon objectif en tant qu'athlète, c'est d'aller au-delà de ces 92 kilos-là. Et s'il y a une ouverture pour un podium, pourquoi pas? Une batterie d'exercices physiques et techniques au menu du stage de Tomakomai pour améliorer la charge maximale de 92 kg. J'ai une charge max à 92 kg réalisée au championnat de France en 2019. Je rappelle en passant que le championnat de France, c'est un championnat IPC Open. C'est pour ça que je peux participer même n'étant pas française. Ça me place actuellement au 5e mondial. Avant le début de la compétition au para-powerlifting le 26 août prochain, Mimosette Ngamsi doit retrouver le poids de sa catégorie des moins de 45 kg, une véritable préoccupation. Voilà qui met un terme à ce journal sur la CIA. Apportez vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. L'avantage de jouer à domicile,